C'était plutôt le gendre idéal, quelqu'un qui passe extrêmement bien en société. Partant pour organiser des soirées à la maison. Cultivé, quelqu'un qui a une situation sociale. Toujours ouvert à tout. Pour moi, un homme, il est censé te valoriser quand même un minimum, il est censé te dire que t'es jolie, etc. Et moi, en fait, il me le dit, je prenais des miettes. Au fur et à mesure, oui, il a commencé à me dévaloriser. Tout était de ma faute, que si aujourd'hui il était malheureux sentimentalement parlant, en gros, c'était de ma faute, que finalement je lui apportais rien. Tu vas, entre guillemets, jouer son jeu. De par toi-même, tu vas te mettre toi-même des barrières. J'avais toujours le mauvais rôle et lui toujours le bon rôle, le seul à pouvoir me supporter, le seul à pouvoir me rendre heureuse. Parlons ensemble d'un sujet qui est encore tabou. Je m'appelle Alexandre Cormon, je suis conseiller sentimental depuis 2007. C'est-à-dire que j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent être épanouis en amour. Quand je me suis lancé, pour être tout à fait franc avec vous, je ne me rendais pas compte de notre société et des difficultés des relations qui sont violentes. Ça peut être la violence sexuelle, la violence psychologique, la violence physique. J'ai ouvert les yeux sur ce qu'était la manipulation, ce qu'étaient les manipulateurs pervers narcissiques. Et avec toute mon équipe, on a décidé d'aller mettre en lumière des personnes qui au quotidien vous accompagnent, des professionnels qui sont là pour vous tendre la main, pour vous permettre de vous épanouir, pour vous permettre de vous reconstruire, pour vous permettre également de croire aux solutions qui vont vous aider à changer votre quotidien. Parce qu'on est dans une société où malheureusement, on n'en parle pas suffisamment, mais il y a de vraies relations toxiques. Et dans ce reportage, vous allez pouvoir étudier toutes les solutions. On va vous donner toutes les actions à réaliser qui vont vous permettre de sortir d'une relation toxique. On va également vous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, mais également en vous, pour éviter les traumatismes, pour reprendre confiance en vous, pour enfin croire à nouveau à l'amour d'une manière générale. Parce que la vie ne s'arrête pas, parce que vous avez le droit de demander plus, parce que vous avez le droit au véritable bonheur. J'en ai fait mon leitmotiv depuis plus de 12 ans désormais. Alors n'hésitez pas à rester concentré sur ce reportage et à communiquer parce qu'on a une belle communauté qui s'est créée où on s'entraide et où on se transmet des solutions. Mes amis et ma famille, en fait, je me disputais beaucoup avec eux par rapport à lui parce que je disais mais vous vous rendez pas compte, il me rend heureuse, mais en fait, je me mentais à moi-même en fait. J'étais pas assez souriante, c'était la façon de m'habiller. Ils nous font voir qu'il n'y a que dans notre vie en fait et qu'il n'y a que comme possible. Je m'habillais pas comme il faut, j'étais pas assez jolie, j'étais pas assez ceci, j'étais pas assez femme. C'est malheureux à dire, mais quand on se répète constamment les petites choses tous les jours, tu finis par toi-même les intégrer. C'est des caméléons, ils s'adaptent vraiment à la personne qui va en face d'eux. C'est par la violence des mots en fait, c'est des mots, juste des mots. Quand il y a des réflexions ou des choses comme ça, du coup les autres ne le voient pas. Mais j'étais complètement isolée en fait. De m'isoler vis-à-vis de ma mère, il me reprochait de la voir. Il me reprochait aussi de voir ma sœur. J'ai plus aucun ami. C'est invivable, invivable. C'est pas une vie, c'est pas de l'amour. J'ai eu droit aux menaces de mort. J'ai eu droit au chantage, au suicide. Ça m'a détruite. À la fin de cette relation, je savais plus qui j'étais en fait. Alors que nous on change, mais on s'enfonce. Et c'est de plus en plus bas. Le pervers narcissique, c'est vrai qu'on en parle un petit peu à tort ou à travers. On a l'impression qu'on va mettre tout le monde finalement dans le même panier parce que ça permet aussi de définir les personnes toxiques. C'est comme ça que moi je le perçois. Quels sont les profils que vous pouvez voir au quotidien, que tu peux apporter finalement ton expérience? Le pervers narcissique, c'est un terme qui a été créé par Acamier, employé après par d'autres auteurs. Certains disent que c'est redondant puisque un narcissique a forcément des comportements pervers. Donc pourquoi coller les deux termes? C'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet qui a toujours existé. Mais la loi du père d'antan, ça faisait partie des normes, donc c'était acceptable et ce n'était pas décrié. Avec les avancées de la société, avec les droits acquis par les femmes, ne l'oublions pas, c'est devenu un mode de comportement qu'il faut condamner. Et plus on avance avec les années, et le 21e siècle est vraiment un siècle où effectivement la victime prend pleinement toute sa place, c'est en train de devenir un phénomène de société, mais ça n'en est pas un à la base. C'est quelque chose qui est juste pointé du doigt, sur lequel maintenant on fait un focus, à travers effectivement le pervers narcissique par exemple. Mais
Il n'y a pas que les pervers narcissiques en tant qu'auteurs. Il y a pléthore d'auteurs qui ne sont pas forcément dans ce profil, qui est un profil quand même très particulier. Pour le harcèlement et la violence psychologique, en fait, les gens arrivent à mettre un mot dessus, donc ils sont capables de dire ce qu'ils vivent. Donc, on a une recrudescence, on a l'impression d'avoir une recrudescence de ce phénomène-là, alors qu'en fait, tout simplement, les gens peuvent mettre un mot dessus. Moi, je vais parler du narcissique, ça me D'accord. parle beaucoup plus. Donc, à une extrémité, on a le narcissique, puis on va pouvoir avoir d'autres strates, hein, un narcissique sadique, un narcissique paranoïaque, un narcissique ceci, un narcissique cela, etc. Et puis ensuite, entre ce profil-là et tous les autres, on va avoir plein de strates. Et la strate la plus proche de l'équilibre, ça sera par exemple l'immature. On les appelle les immatures, parce que c'est plus simple. L'immature, c'est quelqu'un qui simplement ne contrôle pas ses émotions et dans la perte de contrôle. Et par contre, l'immature peut avoir effectivement des pertes de contrôle physique. Donc passer à l'acte, la gifle, voilà. Alors que le narcissique, lui, pourquoi on fait un focus tel sur lui? C'est qu'il est plus dangereux. Il est plus froid, c'est plus calculé, c'est beaucoup plus maîtrisé, et puis surtout, il présente extrêmement bien. Donc on lui accorde un crédit et une valeur qui n'ont absolument rien à voir avec la personnalité intrinsèque, mais voilà, on lui accorde quand même ce crédit et cette valeur. Il faut savoir que le pervers narcissique, si on peut l'appeler comme ça, il a envie d'être aimé, il a envie d'être adoré, il a envie d'être adulé, et il est dans cette envie-là. Donc lui-même a l'impression d'être très honnête, donc c'est pour ça qu'il est très vrai aussi, puisque lui est dans une démarche presque sincère. Donc il est dans cette envie, cette presque générosité, sauf qu'effectivement ça s'effrite au bout d'un moment, puisque c'est sa personnalité séductrice. À un moment, le masque tombe. Toutes les personnes qui vont être humiliantes ne sont pas forcément des auteurs de violence, mais ça fait partie des indicateurs. Après, derrière, il peut y avoir effectivement les phénomènes d'insultes, les phénomènes de dévalorisation, toujours devant les autres. Après, ça se gère dans l'intimité, et c'est pour ça que c'est difficile à repérer. Il faut être dans une forme d'intimité. En général, quelqu'un qui est humilié ou avec qui ça se passe mal, les amis ne vont pas forcément le voir. Ils vont par contre le ressentir. On peut voir quelqu'un devenir victime, en tout cas dans l'état de victime dans une relation, on peut le constater. Pour les auteurs de violence, il faut commencer un petit peu à connaître la personne, puisque ce sont des gens qui ne vont pas se vendre en tant qu'auteurs de violence. Ils vont du coup vouloir garder une image un petit peu attractive. Le propre de la violence, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, mais avec beaucoup plus d'impact par rapport à la violence morale, tout simplement parce que, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les victimes. Hein. Les victimes, elles disent tout simplement, ce sont les victimes, elles disent que mettre en mots une violence qui ne se voit pas est difficile. Et souvent, elles disent, je préférais qu'il me tape, parce qu'au moins j'aurais un bleu. J'aurais la mâchoire démise, j'aurais le bras cassé, j'aurais une jambe cassée, et ça se verrait. Alors que là, ça ne se voit pas. J'avais même une femme en permanence qui m'avait dit, vous savez, madame, je ne peux pas me plaindre. Elle venait de me raconter tout ce qu'elle subissait, etc. Mais je ne peux pas me plaindre, j'ai une très belle maison, j'ai un manteau de fourrure et une piscine. Elle avait l'impression, parce que lui, il avait induit ça dans sa tête, qu'elle n'avait pas de solution, qu'elle ne pouvait pas quitter sa maison, que de toute façon, elle était sans travail, de manière elle était idiote, et que de toute façon, elle ne pourrait pas divorcer, parce que si elle divorçait, elle n'aurait rien du tout et elle perdrait ses enfants. Donc, toutes ces convictions qui deviennent des convictions, mais qui sont induites par l'auteur, ça les emprisonne, ça provoque de la culpabilité, ça provoque ce qui les accompagne tout le temps et ce qui va les accompagner même quand elles se sont séparées, c'est le doute. Le principe de la culpabilité, déjà, la culpabilité c'est une émotion humaine qui est normale, ça nous sert à réguler nos propres comportements. Quand on fait de la peine à quelqu'un, on se dit, voilà, j'ai peut-être pas forcément bien agi, donc on va pouvoir se remettre en question et se réaxer. Ça nous sert donc à être centré sur nos valeurs propres personnelles, à les respecter et aussi à bien vivre avec les autres. Dans un cadre de violence, la culpabilité c'est une arme pour l'auteur et c'est généré de manière soit directe, soit de manière indirecte. Quand un auteur va faire une scène ou qu'il va avoir un comportement violent, en général, il va avoir une attaque directe. Il va dire, bah voilà, tu vois, c'est ta faute. C'est parce que tu es comme ça que je suis devenu violent. Donc là, la victime, c'est normal. Elle sent qu'elle a une responsabilité puisqu'elle se remet en cause. En général, c'est prototypique des victimes. Elles vont se dire, voilà, peut-être que j'ai fait quelque chose, effectivement, peut-être que je porte une responsabilité. On dit toujours, hein, dans un couple, la responsabilité est partagée. Et du coup, elle va
se sentir prise dans ça. Ce qui est complètement faux, puisque une réaction violente ne peut pas être imputée à la victime. On peut réagir, mais on n'est pas obligé de réagir dans la violence. Ça, c'est un parti pris qui est propre à l'individu qui l'exerce. Après, dans les attaques indirectes, par exemple dans un cas de dévalorisation, là, pour le coup, la culpabilité va émerger après. On dévalorise une personne, on lui dit qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle n'a pas assez bien fait, et c'est en posant ça que la personne va culpabiliser derrière, en disant « je ne suis pas assez bien, je ne me rends pas compte de la chance que j'ai », mais c'est instillé de manière beaucoup plus fine que dans le premier cas que j'ai exposé. Donc là, on est sur quelque chose d'indirect. De toute façon, la culpabilité, dans la violence, elle est utilisée au détriment. Alors que ça fait partie des émotions humaines qui sont censées nous aider à vivre avec les autres, à respecter nos propres valeurs et à évoluer, là, je dirais que c'est perverti et c'est utilisé contre la victime, dans le but aussi de mettre en place une forme d'emprise et de domination de l'autre. Ce que visiblement je lui apportais pas, j'essayais de le combler par du matériel. Donc je lui ai acheté des baskets, je lui ai acheté des parfums. J'avais l'impression que je lui faisais tellement pas plaisir de par ma personne. Du coup j'essayais de combler par des voyages aussi. Je me ruinais pour lui plaire en fait, pour avoir ne serait-ce qu'un « oh elle est jolie ta tenue ». Il me culpabilisait tout le temps aussi. Enfin, je faisais jamais ce qu'il faut, c'était jamais assez bien, enfin voilà. Pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Enfin moi j'aurais fait comme ça en fait. Enfin, en fait il se montrait comme s'il était parfait, comme si lui il avait la science infuse et que moi j'avais tout faux, je comprenais rien à rien quoi. L'envie de répondre, de se justifier, le besoin de se justifier, le besoin d'expliquer aussi certaines choses sur ce que lui faisait et me disait en privé. L'impression, enfin le fait qu'il me fasse passer pour quelqu'un de jaloux alors que absolument pas. Il t'humilie, il n'hésite pas à dire que t'as faux, que t'as rien compris, t'as la dévalorisation. Je suis venue en région parisienne pour lui, donc j'avais dû quitter mon travail, mais si je trouvais pas de travail, c'est parce que j'étais pas assez douée, j'y mettais pas du mien, j'étais pas assez souriante, c'était la façon de m'habiller. Heureusement qu'il était là quand j'en ai trouvé, parce que j'en ai trouvé grâce à lui, parce qu'il m'a aidée. C'est constamment en fait du sabotage de ce que t'es. Et donc au bout d'un moment, tu finis par croire qu'il a raison. Que si tu as trouvé du boulot, c'est parce qu'il t'a aidé, parce qu'il était là, parce qu'il t'a coaché, parce qu'il t'a poussé à ça. Et puis finalement, tu te dis... bah oui, heureusement qu'il était là pour m'ouvrir à un autre univers musical, ou je sais pas, ou... Je lui faisais comprendre que j'étais de la merde, en gros, crûment, hein, que j'étais de la merde, et que tout ce qu'il me disait, c'était pour mon bien, en fait. Pour que je fasse ressortir le meilleur de moi-même. On ne peut pas changer les autres. On n'a pas ce pouvoir-là. On décide de changer soi quand on en a envie, et il faut respecter ça chez les autres. Donc une victime va essayer de revenir un petit peu, je dirais, à la première phase, c'est-à-dire la phase idyllique, en changeant son comportement pour que l'autre redevienne comme ça. Mais en fait, ça ne lui appartient pas. C'est l'autre qui doit décider. Et si ça ne vient pas, si effectivement ça ne va pas mieux, la victime pourra faire tout ce qu'elle veut, ça ne redémarrera jamais. Chantal, j'aimerais avoir ton expérience parce que, en réalisant ce reportage, j'ai contacté toutes les personnes qui me suivent. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, également d'hommes. Oui. Malheureusement, aucun n'a souhaité ou pu, parce qu'ils sont dans une démarche de séparation, donc de divorce, transmettre la parole finalement, transmettre sa vision, son expérience. Est-ce que toi, tu peux nous éclairer? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont quand même victimes de cela? Et pourquoi est-ce si compliqué? Moi, j'aurais mis ça plutôt sur le don de l'ego, mais pas l'ego dans le sens négatif, plutôt dans le sens la peur peut-être du regard des autres. Est-ce que je me trompe ou pas? Ah, pas du tout. Non, non, la peur du regard des autres rentre en ligne de compte pour toute forme de victime. Hein. C'est ils vont me juger, ils vont me juger incapable de m'en sortir, j'ai honte. Enfin, c'est du domaine de la honte, hein, tout ça. Pour les hommes, alors nous, on a 22% d'hommes en 2017. Donc c'est plus que la moyenne, non? Ouais, c'est beaucoup. Ça a été assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on était tout le temps autour de 15%, 17%, 22%, ça veut dire que les hommes commencent à accéder à la parole. Leur difficulté majeure, c'est de pouvoir justement parler. De pouvoir parler et de pouvoir aller chercher de l'aide.
Déjà se dire victime, c'est compliqué. Et ensuite aller chercher de l'aide. On a toujours eu des hommes à l'association, toujours. On s'est toujours penché, de toute façon, vu l'origine de l'association fondée sur ma propre histoire et celle de mon frère, on ne pouvait pas ignorer les hommes. Donc on s'est toujours intéressé à l'auteur femme et aux hommes victimes. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour eux de faire la démarche, et moi je trouve que c'est aussi beaucoup plus difficile pour eux de s'en sortir. Le chemin est plus long, il est aussi plus semé d'embûches. Et les femmes auteurs sont très machiavéliques. C'est beaucoup plus pernicieux, encore plus pernicieux et subtil que pour les hommes. Ouais. Et pour le coup, c'est compliqué pour un homme, il y a un peu une blessure d'ego quand même, hein, de se dire je suis victime d'une femme. Je me rappelle d'un grand balèze à l'association, c'était au début. C'était un grand costaud, et il avait une femme qui était toute petite, mais qui le tapait. Et lui, il avait du mal, il disait mais moi j'arrive pas à en parler du fait qu'elle me tape. Tout le monde me regarde en me disant mais enfin, t'es grand et costaud, comment ça se fait qu'elle te tape? Et il disait mais je pouvais pas lui répondre. Tout ce que je pouvais arriver à faire, c'est essayer de l'attraper, de la tenir. Mais quand je la tenais, elle me griffait, elle me mordait. Donc finalement, je laissais faire. Et il avait fini même par se mettre en boule par terre pendant qu'elle lui donnait des coups de pied et des coups de poing. Et il avait honte de cette situation. Il a fini par quand même suffisamment travailler dessus pour arriver à témoigner dans un reportage de sa démarche auprès de la police pour porter plainte. Ça, c'est encore plus compliqué pour un homme. Or déjà, c'est compliqué pour une femme d'aller porter plainte. Parce que c'est surtout pour la violence morale. Il y a un tel sentiment de honte que c'est une démarche, franchir la porte d'un commissariat. Savoir qu'un policier va nous accueillir et nous regarder comme si on était responsable de ce qui nous arrivait, c'est très compliqué. Mais alors pour un homme, c'est carrément, c'est presque le domaine de l'impossible. Comment tu expliques qu'il y ait finalement cette sensation de culpabilité chez la victime? La violence, elle a des conséquences. Ces conséquences sont psychologiques, physiques, et bien entendu sur l'image aussi. Et c'est le nerf de la guerre, les conséquences de la violence, parce que toute violence, toute forme de violence, quelle qu'elle soit, physique, psychologique, harcèlement, manipulation. Pourquoi nous on emploie le terme de violence morale, c'est pour regrouper tout ça, hein, parce que c'est trop complexe de définir ce que c'est la violence psychologique, la manipulation, le harcèlement en tant que tel, puisqu'elles sont intriquées les unes avec les autres. Donc, toutes les femmes qui sont victimes sont traumatisées. Et le traumatisme, c'est ce qui va finir par parler à leur place. C'est-à-dire que ce sont les réactions somatiques. Les victimes, elles ne s'expriment pas naturellement et normalement, c'est leurs réactions somatiques qui parlent. C'est leur impuissance, c'est leur sentiment d'outrage, c'est ce doute, cette culpabilité, cette honte, la peur. La peur qui va les accompagner pendant tellement longtemps, qui va les paralyser. C'est la sidération, cet état de sidération. Quand on en parle aux professionnels, ils ont du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la sidération. Et pourtant la sidération, c'est vraiment quelque chose qui est instinctif chez le mammifère. La sidération, c'est l'état dans lequel se met notre cerveau quand on est attaqué, pour nous protéger. C'est notre cerveau qui nous envoie un signal de se paralyser. Et Peter Levine explique qu'il compare ça à la gazelle poursuivie par le lion, qui va s'arrêter, le lion l'attrape, elle se met en état de sidération, elle est bloquée, elle est presque morte, parce que la sidération bloque le cerveau, elle est presque morte. Le lion la mange, elle ne souffre pas. Le lion, à un instant elle sort de son état de sidération, elle se sauve. Et nous, humains, on a perdu la possibilité de sortir de l'état de sidération en un éclair. Et en fait, la majorité des hommes restent dans l'état de sidération. Et là, dans la violence conjugale, les victimes restent dans cet état de sidération. Elles ne sont pas capables d'en sortir spontanément. Il faut de l'aide extérieure. C'est pour ça que l'emprise, elle marche aussi bien
et aussi longtemps. On dit souvent, mais pourquoi elle part pas? Mais parce qu'elle ne peut pas. C'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle ne peut pas. Je pense que j'avais tellement plus confiance en moi, enfin j'avais déjà pas vraiment confiance en moi parce que j'étais jeune, mais j'avais d'autant moins confiance en moi. Et en fait, dans un sens, les petites miettes en gros qu'il me donnait, le peu de compliments qu'il me faisait, ben ça me rassurait et ça me faisait rester. Je pense que j'étais tellement dans une spirale, j'étais tellement ancrée, j'avais tellement peur que de jamais retrouver personne, et d'ailleurs il me le disait tout le temps. Il y a des personnes qui portent en elles des fragilités sur lesquelles vont s'accrocher les auteurs de violences. Donc déjà, la plupart du temps, comme je le disais tout à l'heure, des personnes portent en elles des failles, notamment sur le plan de l'amour. On a été soit abandonné quand on a été enfant, soit il y a eu de la négligence psychologique, soit on a été témoin d'un divorce relativement violent entre les parents. Il y a plein de formes de violence. Donc déjà, on a ces petites failles-là. Donc déjà, la victime, quand elle se fait happer par un auteur de violence, il y a déjà ça. Après, dans le rapport, ce qui peut se passer dans la violence, une fois que la violence est installée, on a une gamme de toute façon d'émotions qui apparaissent. Donc on a la culpabilité, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi le plus souvent un sentiment d'impuissance qui est extrêmement fort, de la tristesse aussi, ce gros sentiment de désarroi. Et puis le fait de toute façon de ne pas trouver de solution puisque on est embarqué dans une situation dans laquelle on se sent coupable de toute façon. Donc quelque part on finit par plier puisque on est fautif. Donc on doit accepter la punition. Et dans de plus rares cas, mais ça arrive quand même assez souvent, les victimes peuvent être mises dans ce qu'on appelle un état de dissonance. Puisqu'on va mettre en face de la personne, tu te comportes comme ça, donc tu es quelqu'un qui a des valeurs qui ne sont pas propres. Or, tu dis que tu es une personne bonne, mais tes actes montrent le contraire. Et ça crée ce qu'on appelle une tension intrapsychique, c'est ça l'état de dissonance, qui met extrêmement mal à l'aise la victime. Et en général, ce qu'on observe chez les victimes de violence, c'est qu'elles vont du coup restreindre leur propre liberté. La victime veut prouver effectivement que l'autre a tort, mais pas dans le « j'ai raison », c'est-à-dire lui prouver qu'elle est une bonne personne, qu'elle est concentrée et qu'elle est respectueuse de ses propres valeurs internes, qu'elle prône, puisqu'en général on a tous des valeurs internes de bienveillance, voilà, d'honnêteté. Et donc quand on lui dit, voilà, tiens, tu as fait un acte qui n'est pas honnête, tout de suite il va y avoir un retour en arrière en disant, mince, j'ai pas eu le bon comportement, donc je vais réaxer. Et c'est comme ça qu'un auteur de violence arrive à faire que la personne s'isole toute seule. Pendant toute cette relation, j'ai voulu être parfaite. J'ai tout fait pour être parfaite, pour coller à cet idéal en fait qu'il voulait en fait. Puisqu'en fait, faut savoir aussi qu'il s'est fiancé pendant cette relation. Je voulais moi aussi avoir une petite bague de fiançailles. J'avais envie d'être celle qui choisirait. Et en fait, j'avais envie de lui montrer que, mais en fait, cette fille-là, c'était pas elle, mais c'était moi en fait. C'est moi la fille la bonne fille pour toi en fait. En fait, à chaque fois, je lui montrais que j'étais là, que j'étais la fille parfaite pour lui en fait. Dans la relation, tu te sens mal parce que tu peux pas exister en tant que toi. Tu es sans cesse sur le qui-vive pour justement pas attiser la colère, la haine, les réflexions. T'essaies quand même de te protéger un minimum. Mais tu sais que si tu colles pas à ça, ça va être l'horreur et le déchaînement, parce que moi, comme je t'ai dit, en société, il passe extrêmement bien. Quand on n'est plus que tous les deux dans la voiture du retour d'une soirée, quand les invités sont partis, quand tu es dans le huis clos de l'appartement, ça se passe de façon complètement différente. Elle est en incapacité, son cerveau il est focalisé sur ce qui fait mal, la souffrance, et elle ne voit pas les ressources. Donc il faut réinjecter dans le cerveau le fait qu'il existe des solutions, et que les solutions, elles sont là. Et en même temps, il y a toute une... c'est compliqué la violence conjugale parce que pendant tout un temps, femmes ou hommes victimes ou enfants victimes ne sont pas capables de saisir les mains tendues. Parce qu'elles sont dans la construction de leur idéal de vie. Elles y ont cru. Elles ont cru qu'elles avaient... Alors moi j'adore ça. Elles ont cru qu'elles avaient rencontré le prince charmant. Et à partir de ce moment-là, elles se sont enferrées dans cette espèce de construction chimérique, fantasmée. Pour repérer, il faut prendre le temps de voir les actes concrets. Et il faut voir si l'autre est capable d'entendre un non. Puisqu'en général, dans ce cadre-là, la victime ne dit jamais non.
Elle dit pas non pour prendre un rendez-vous, elle dit pas non pour se voir. Il y a un tel engouement qu'en fait tout est dans le oui. Donc tout se passe extrêmement bien puisqu'on est en phase de séduction. Mais si la victime dit à un moment donné « non, bah là je vais peut-être pas être disponible » ou « je garde un peu mon indépendance », etc. Là, ça va commencer à devenir plus compliqué. Il faut que la victime, je dirais, garde à l'esprit que la fusion, même au départ dans la séduction, ça ne doit pas enlever son côté individuel. Et en restant sur ça, elle peut avoir les moyens déjà de voir si en face elle a quelqu'un de tangible. C'est-à-dire que de toute façon, une victime ne partira ou ne prendra conscience que si elle est prête et que si elle en a envie. Donc à un moment donné, c'est vraiment à l'intérieur de la personne. Ça lui appartient. Il y a des victimes qui ne partiront jamais. Il y a des victimes qui partiront un jour quand elles seront prêtes, même si elles savent qu'il y a un truc qui ne va pas depuis 5-6 ans. Et de toute façon, le changement vient toujours de l'intérieur. On peut avoir des tas de solutions, on peut proposer des tas de choses s'il n'y a pas une vraie prise de conscience, s'il n'y a pas une réelle envie, je dirais de se dire, finalement, je vaux peut-être le coup de partir et de vivre quelque chose de bien. Je crois que les gens se disent, au bout d'un moment, j'ai peut-être le droit en fait, de respirer et de vivre pour moi. Et peut-être que je vais peut-être essayer juste de m'autoriser ça. Là, on commence à avoir une clé et là, il y a quelque chose de possible. Et au début, en même temps, je me disais, mais je me trompe, c'est pas possible, il est tellement génial, c'est tellement génial avec lui, c'est pas possible. D'accord, il y a des pervers narcissiques, tu parles des pervers narcissiques, tu as entièrement raison, mais lui, c'est pas possible, quoi. Non, il en fait pas partie, je me suis trompée, le test, Et puis à force d'écouter, et il revenait vers moi, et ça correspondait tellement à ce que tu dis, à ce que je lisais, à tout, surtout toutes les réponses que j'avais sur Internet. Et il faut vraiment avoir une sorte de gens qui sont en dehors de ça pour rester en alerte et rester fort et rester la tête en dehors de l'eau. Je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher l'affaire, d'autant que dans ce cadre-là, dans le cadre de violence, on a, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose d'idyllique au départ. C'est-à-dire que c'est merveilleux et chez la victime, ça a cristallisé. Donc ça reste en fait la référence, c'est le standard de la relation. C'est-à-dire les 3 premiers mois où ça se passait merveilleusement bien, ça reste. Et donc on cherche toujours à revenir, les victimes cherchent toujours à revenir, à modifier leur comportement pour justement retrouver cette première phase. Sauf que le plus souvent, cette première phase, on ne peut jamais la retrouver parce que dans un cas de violence, elle était fausse. Si on voit que ça commence à se dégrader, c'est peut-être que c'est un indicateur que ce n'est pas forcément une bonne relation. Et que là, il y a peut-être quelque chose à travailler et qu'il faut peut-être effectivement aller en parler pour pouvoir justement décrocher. Parce qu'on est obligé de faire un travail de deuil. Et c'est ça qui est difficile quand on est amoureux de quelqu'un, c'est se dire finalement tout se passait bien, on avait quelque chose de merveilleux. Et maintenant, en fait, je dois faire un deuil, puisqu'en fait, on ne reviendra jamais en arrière. Il m'a dit de toute façon c'est fini, je te l'ai déjà dit, je t'aime pas, enfin voilà. Et j'ai dit ok d'accord, et en fait cette fois-ci j'en avais tellement marre, j'en pouvais plus en fait parce que j'avais appris qu'il m'avait trompée, j'avais appris qu'en fait je l'avais emmené en vacances, etc. Et en fait il m'avait trompée, j'ai appris ça, il me l'a avoué en fait. Donc j'ai dit ok, cette fois-ci on coupe les ponts du coup parce qu'à un moment donné, c'est bon, on va pas rester dans cette situation, je t'aime moi non plus, etc. C'est bon. Il me dit ouais tu veux couper les ponts ok, non, on coupe pas les ponts, t'es une gamine, en gros que j'étais pas mature, c'est pour ça en fait qu'il me quittait parce que j'étais pas une femme. Et j'ai parlé avec un de ses potes en fait qui était mon pote aussi et qui m'a dit mais Eva, mais tu te rends compte de ce qu'il t'a dit, tu te rends compte de comment il t'a parlé, tu te rends compte de comment il s'est énervé, il s'était jamais autant énervé sur moi en fait. Et je dis ouais, il me fait là Maëva, maintenant tu n'hésites pas, tu changes de numéro, coupe tout. Et en fait, en 5 minutes, j'ai appelé Bouygues Télécom et j'ai tout coupé. Il y a eu l'éloignement géographique déjà, parce qu'à l'époque, lorsqu'on était ensemble, j'étais étudiante, on était sur Tours. Ensuite, pour préparer les concours, je suis montée sur Paris. Lui, il est resté sur Tours. Et puis en fait, il y a eu la rencontre de quelqu'un en fait, qui a respecté ma volonté. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que j'étais avec un psychopathe. À l'époque, je l'appelais le psychopathe. Et à partir de ce moment-là, en fait, en parlant avec des connaissances communes, j'ai appris qu'il lisait mes mails, qu'il les déformait. Et en fait, j'ai coupé les ponts. J'en suis sortie parce que la vie ne me convenait pas. C'est-à-dire, effectivement, toutes ces petites choses, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas normal. J'ai allé au travail. Moi, il a tout fait pour que, comme j'ai eu 2 enfants, que je m'arrête de travailler.
Ça a été une force justement de ne pas succomber à ça et de continuer à vouloir travailler. Mais sinon, une fois que tu rentrais à la maison, tu avais le ménage, les enfants, la cuisine, l'intendance, les courses, le linge, tout. Si tu veux, c'était vraiment au niveau des années 50. Et il y a eu un cumul. Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Mais ça a mis 1 an et demi, 2 ans pour vraiment l'idée germe dans mon esprit. Et puis après, j'ai rencontré une personne qui m'a manifesté de l'attention, mais de l'attention en tant qu'individu. Et j'ai eu la chance, de par mon travail, à ce que mon CE me prête l'argent pour pouvoir prendre un appartement. Et cette amie, c'est une personne qui est devenue un ami, mais m'a prêté l'argent pour pouvoir me meubler, etc. Je suis tombée sur une personne en or. C'est ça, c'est les deux cumulés, mais surtout cette personne qui a fait que j'ai pu partir. J'ai eu droit aux menaces de mort, où la police ne veut pas en entendre parler. J'ai eu droit au chantage au suicide. J'ai appelé police secours. Moi, ils m'ont dit, prenez vos enfants et partez. Sauf que pour aller où? C'est bien beau, hein, ce conseil-là, mais il faut pouvoir construire aussi la vie d'après. J'ai eu droit, effectivement, encore plus au dénigrement, au contrôle, à l'humiliation, qui te fait comprendre que tu n'as pas intérêt à le quitter. Parce que ça va être l'horreur. Moi, je me souviens d'une scène, j'étais contre le mur, il m'a regardé avec un regard glacial, droit dans les yeux, et il m'a dit, si tu pars, n'essaie pas de prendre les enfants, parce que là, tu vas vraiment savoir qui je suis et de quoi je suis capable. Partir, c'est avoir les moyens de survivre. Partir, c'est est-ce que je suis en capacité psychologique de partir? Puisque quand j'ai vécu 10 ans avec un auteur de violence, est-ce que psychiquement, je me sens capable de partir? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce qu'il va me laisser tranquille aussi? Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on se pose des questions pour savoir si on peut partir. Ce que je conseillerais principalement, c'est de commencer à se poser la question, de se dire si on est épanoui et si c'est bon pour soi en tant qu'individu. Et est-ce que c'est vraiment la relation d'amour qu'on a toujours voulu? Est-ce que c'est ça? Si c'est pas ça, effectivement, il faut commencer à se poser des questions. Et dans le couple, les personnes qui souhaitent, malgré tout, il y en a, qui souhaitent rester parce qu'elles pensent pouvoir aider l'autre ou pouvoir affronter et gérer cette violence, il est quand même nécessaire de se faire accompagner. Je dirais qu'à minima, le prérequis, c'est une thérapie de couple. J'ai accompagné beaucoup de personnes, femmes et hommes, justement, victimes de violences psychologiques, conjugales. Malheureusement, ces personnes-là, elles arrivent à un moment donné où elles craquent, elles partent, mais elles ne sont pas protégées. Et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument faire une vidéo avec vous. Quels sont les outils que l'on peut utiliser pour se protéger justement et pour réussir à quitter une situation toxique, mais sans se mettre dans une galère noire par la suite? Alors, effectivement, il faut quitter une situation toxique, une situation qui vous porte préjudice, mais il faut la préparer un petit peu en amont. C'est-à-dire qu'il faut anticiper un peu son départ, avec peut-être avoir des certificats médicaux déjà, se rapprocher, moi je le conseille souvent, d'une association ou appeler le numéro vert 3919 qui aide les femmes victimes de violences, pour avoir des conseils, pour préparer ce départ, pour préparer aussi un éventuel dépôt de plainte, parce que bien souvent ça passe aussi par ça, parce que le dépôt de plainte permet ensuite, lorsque le dossier est pris en compte, de mettre en place des systèmes de protection avec des interdictions d'approcher, des interdictions de l'auteur de venir au domicile familial. Ça peut également, dans le cadre de famille, de départ, permettre de demander ce qu'on appelle une ordonnance de protection au juge aux affaires familiales qui met du coup l'auteur hors du domicile familial tout en protégeant la victime et ses enfants. Il y a vraiment tout un arsenal juridique qui existe, dont on peut se servir, mais effectivement, partir sur un coup de tête avec ses bagages, ses enfants, du jour au lendemain, alors sauf quand évidemment la vie est vraiment en danger, enfin qu'on n'a vraiment plus aucun choix, mais je pense qu'il faut prendre conseil auprès d'associations et auprès de professionnels. Souvent on se dit une attestation de ma meilleure amie, de ma mère, de mon père n'a aucune valeur.
C'est en partie faux, parce que c'est bien évidemment l'entourage qui est souvent le premier témoin de ce que vous vivez, si tant est que ça soit le cas, parce que parfois les violences sont vraiment très secrètes et très dans l'intimité. Mais parfois, surtout sur des couples qui ont duré longtemps, l'entourage peut se souvenir d'un repas de famille où vous avez été méprisé, humilié, peut se souvenir d'un jour où vous êtes arrivé en pleurs avec un bleu, peut se souvenir des confidences que vous avez faites à tel ou tel moment et peuvent attester de ça. C'est un sujet qui est beaucoup plus connu. Les magistrats, que ce soit du siège ou du parquet, les avocats, tous se sont formés et appréhendent les choses avec beaucoup plus de vérité, beaucoup plus de sensibilité et beaucoup plus de réalité en fait. Je crois qu'on a tous pris conscience, en tout cas une grande majorité, de ce qu'est l'emprise, de la difficulté d'en sortir, de ne pas juger la victime un peu trop rapidement, comme ça pouvait être le cas il y a encore 20 ans. Il y a vraiment une évolution. Alors tout n'est pas parfait, évidemment. Ça peut arriver de malheureusement rencontrer des gens qui sont moins formés ou moins sensibles, mais de manière globale, je trouve que vraiment il y a une prise en charge et une formation qui est très sérieuse. Nous, on arrive souvent comme ça, un peu en troisième lieu, après les associations, les meilleurs amis, la famille. J'ai beaucoup de clients et de clientes qui viennent accompagnés de leurs parents, par exemple, ou de leurs meilleurs amis, parce que c'est difficile, toutes ces démarches sont difficiles. Il faut en avoir vraiment conscience. Prendre son téléphone pour appeler un avocat, pour appeler une association, c'est une vraie démarche. Donc on a besoin de soutien. Et effectivement, si on a un soutien familial et amical, ça aide considérablement. Vous demandez sûrement comment combattre cette manipulation. Comment combattre ces relations toxiques et croire à nouveau à l'avenir, au bonheur et à l'amour. Mon métier de coach m'a appris une chose, ce sont vos peurs qui vous font réagir. Donc en fait, on a des stimuli qui sont logés dans notre cerveau et qui déclenchent des réactions. On a une peur, une impression déjà vue, une situation de manipulation qui nous a déstabilisés. Ces peurs, elles vont engendrer une réaction physique. La première règle pour se sortir d'une relation toxique, c'est de prendre le contrôle de son corps. On va se tenir droit, on va parler plus fort, on va sourire. On va également aller prendre des cours de théâtre pour travailler sur son langage corporel, des cours de danse. On va faire toutes ces activités pour justement casser ce stimuli qui entraîne de la peur partout dans votre corps. Un autre exercice qui est extrêmement puissant parce que la peur va engendrer la peur. Donc notre objectif, c'est de remettre du positif. Et là-dessus, ce que je vous invite à réaliser les amis, c'est d'avoir votre propre cahier de positif. Tous les soirs, vous allez noter ce que vous avez fait de positif dans votre journée. Tout ce qui vous a permis de vous sentir bien, tout ce qui vous a permis d'être en confiance. De la même manière, je vous invite à prendre quelques secondes pour faire la liste de toutes les personnes que vous aimez. Toutes les personnes également qui vont vous soutenir. Parce que très souvent, on a peur d'en parler. On a peur de se livrer. Comme le disent les personnes qui ont témoigné, elles se sentent aussi parfois isolées. Et on a du mal à écouter les gens qui veulent nous soutenir. On va se recentrer sur soi pour contrôler ses émotions, faire un petit peu de yoga, de la méditation, pour reprendre le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Parce que c'est ce que la programmation neuro-linguistique, la PNL, m'a fait comprendre, m'a appris en tant que coach. On est tous capables et toutes capables de prendre le contrôle de notre cerveau, de pouvoir s'envoyer les bons messages, de pouvoir casser justement les connexions de peur qui existent entre notre cerveau et notre corps, pour éviter de souffrir, pour souffler un bon coup et pour se dire, à partir de maintenant, je peux faire les choses qui me tiennent à cœur. Je vous inviterai également à faire du sport parce qu'on a tous une forme de réservoir émotionnel. C'est un peu comme un espèce de grand vase rempli d'émotions. Et c'est quand on dit la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quand on explose, quand on va pleurer pour un rien. Mais ça, c'est parce qu'on a accumulé trop d'émotions. Et le sport, c'est ce qui permet, quand on transpire, de libérer les toxines, de libérer les émotions négatives, de vider ce réservoir émotionnel pour qu'à un moment donné, on puisse repartir de zéro. Ce sont ces petites choses qui accompagnent les hommes et les femmes que je coach au quotidien. Tel que tu m'en parles, j'ai l'impression que les solutions, elles sont vraiment dans la reprise du contrôle de ses émotions, de ses pensées, grâce… Alors moi, je travaille beaucoup sur la PNL, la programmation neurolinguistique.
En off, tous les deux, on a parlé d'hypnose, de FT, de MDR. Les professionnels de l'association AJC, justement, sont formés. Est-ce que tu penses qu'en contrôlant ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau et de notre corps, ça nous permet de mieux lutter contre la violence morale, comme tu l'as appelé? J'allais dire psychologique, mais c'est la violence morale de toi. En fait, c'est guérir le traumatisme. C'est vraiment ça. C'est pouvoir, par toutes les techniques possibles et imaginables, couper la chaîne réactionnelle, émotionnelle. Parce que le traumatisme, il est inscrit dans notre cerveau, il est inscrit dans notre corps. Et notre corps, il n'oublie rien. Ça passe pas que par là, hein, ça passe aussi par tout le rééquilibrage du corps. Nous, on parle beaucoup de la respiration, on travaille beaucoup avec la méditation, la sophrologie, parce que c'est un rééquilibrage, c'est un recentrage du corps. Et que les victimes sont décentrées, elles sont explosées. Et donc, il faut retrouver cet équilibre de façon à pouvoir être à nouveau, c'est déjà sortir de la sidération et être à nouveau acteur. Notre corps réagit. Et il faut qu'on coupe le signal qu'envoie notre cerveau face à un élément déclencheur de danger à notre corps et à notre chaîne émotionnelle. Et à ce moment-là, effectivement, on peut en sortir. Et le meilleur moyen de travailler sur la chaîne traumatique, c'est de travailler sur le corps. C'est pour ça que ces méthodes-là marchent aussi bien. Parce que la scène qui me revient vraiment à chaque fois, c'est qu'il fallait traiter, c'était la scène du premier viol. Donc elle a fait en 2 séances, une première où elle a fait ressortir la colère et le sentiment d'impuissance. Oui, pendant 48 heures, j'étais vraiment pas bien du tout. Et en fait, une fois que cette colère est sortie, le sentiment d'impuissance est sorti, ça allait vraiment beaucoup mieux. Et la deuxième séance, c'est une séance de réparation, où elle nous dit de prendre soin de l'enfant intérieur, en fait. Et c'est l'avantage de la thérapie EMDR, vraiment, c'est vraiment bien pour ça. Ça coupe la réaction, et du coup, le souvenir reste là, mais il ne déclenche plus la réaction émotionnelle. Tout travail de développement personnel est déjà bon pour l'individu, c'est bon pour soi en tant que personne, c'est bon dans son couple, c'est bon dans sa famille. Le principe de l'humain, c'est quand même d'évoluer au fur et à mesure, de grandir, d'apprendre. Donc de toute façon, un travail qui soit fait en amont, pendant ou en aval est utile. Après, c'est vrai qu'il doit venir par contre accompagner un travail parfois plus approfondi quand on sort ou qu'on est dans une relation de violence, parce que souvent on a des traumatismes et parfois on est vraiment extrêmement déstructuré. Donc ça peut se faire en plus, ça peut se faire à côté ou ça peut se faire même après, justement pour potentialiser le travail qu'on aura fait avec un thérapeute ou un psychologue. De se former, déjà de connaître un petit peu les rouages du pervers narcissique. Je ne sais pas s'il y a différentes formes ou quoi, mais en tout cas, vraiment de s'informer. Faire un petit bilan déjà de ce qu'on a accompli dans sa vie, par exemple, prendre une feuille de papier et se dire voilà, de quoi je suis fière, où j'ai réellement avancé, quelles sont les choses que j'ai bien faites, et au lieu de mettre les points négatifs, de mettre les points d'amélioration. Ce qui est intéressant aussi de faire, c'est le prototype de l'homme ou de la femme idéale. C'est intéressant de prendre une feuille et de se dire voilà, si je devais rêver et dire qu'est-ce qui serait merveilleux pour moi, l'homme idéal, sans concession, c'est-à-dire voilà, l'homme parfait ou la femme parfaite, et de regarder. Et de dire en face, voilà, qu'est-ce que j'ai peut-être dans ma vie et qu'est-ce que j'ai dû en fait, ce sur quoi j'ai dû m'asseoir finalement dans ma relation. On met ça sur une échelle, l'idée c'est de coter de 0 à 10 et de regarder où on est. Et on s'aperçoit parfois qu'en fait, on n'est pas dans son idéal. Et est-ce que finalement on n'a pas, c'est pas assis un petit peu, on n'a pas renoncé finalement à notre idéal, à ce qu'on voulait. Quand on est victime, souvent on oublie ses propres désirs et ses propres besoins pour les besoins de l'autre. Se réaxer un petit peu sur ça, ça permet de se repositionner et en même temps de se dire est-ce que finalement je suis réellement extrêmement proche de mon idéal ou est-ce que j'en suis finalement très éloignée? Il existe depuis quelques années plusieurs numéros pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc le premier, le numéro phare, ça reste quand même le 3919. Excuse-moi, quand tu dis les femmes, ça sous-entend les hommes aussi ou pas? Non. C'est vraiment uniquement le 3919? Alors, le 3919 est destiné, c'est destiné plus particulièrement aux femmes. Maintenant, il s'avère que depuis quelques années, le 3919 reçoit des appels d'hommes. D'accord. Mais c'est léger. Ouais. 3919, c'est vraiment l'accueil
SOS Femmes Battues, c'est vraiment ça, d'accord? Donc déjà, une femme, pour avoir cette démarche d'appeler le 3919, il faut qu'elle ait le sentiment d'être victime. Et quand elle est victime de violence morale, elle a déjà du mal à mettre des mots sur la violence qu'elle vit. Donc elle a du mal à faire cette démarche. Mais il faut quand même appeler ce numéro. Oui, alors là, je vais juste faire un petit message. La violence psychologique, morale, le harcèlement, c'est de la violence, les amis. Ne restez jamais à vous dire comme il n'y a pas de coup, ça va. Exactement. Parce que ça, effectivement, c'est ce qui va malheureusement vous conduire à encore plus de souffrance. Dès la première gifle, dès la première insulte, dès la première humiliation, il faut dire non. Il ne faut pas accepter. Dès la première manifestation sexuelle déplacée, il faut dire non et il faut parler. Et il faut appeler ces numéros. Donc vous avez le 3919 qui est le premier numéro, le numéro phare. Vous avez le CIDFF qui est le Centre d'information du droit des femmes et des familles qui se trouve dans tous les départements. Les femmes vont pouvoir avoir accès au moins à une information sur leurs droits, parce qu'il ne faut pas croire, mais la plupart des femmes ne connaissent pas leurs droits. Vous avez l'INAVEM qui accompagne à la plainte. Ensuite, vous avez des numéros plus particuliers comme le nôtre, parce que nous, on s'occupe vraiment beaucoup plus particulièrement des violences morales. Et nous, on procure un accompagnement qui est plus spécifique aussi et puis qui est au long terme. Bien entendu que vous pouvez aussi aller dans un commissariat porter plainte. C'est pas parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était difficile de porter plainte qu'il ne faut pas le faire. Bien au contraire. Quand on est victime, on doit porter plainte. Et qu'importe l'accueil des policiers, parfois ils ne savent pas faire, effectivement, mais je pense qu'il faut passer outre, leur dire « la loi me protège » et aller jusqu'au bout d'une plainte. Parce qu'on ne doit pas accepter d'être rabaissé, on ne doit pas accepter la violence sous quelque forme que ce soit. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en sortir ou est-ce qu'on est condamné au silence finalement ? Alors, il ne faut jamais être condamné au silence. Jamais. Il faut toujours parler. Il faut sortir du silence. Sortir du silence, c'est sortir de l'isolement. Et l'isolement, c'est ce à quoi nous condamne la violence, quelle qu'elle soit, hein, quelque forme qu'elle ait. Donc, parler, c'est hyper important. Et moi, je suis convaincue, alors c'est certes pas simple, ça peut être très long, il faut être patient, ça demande un travail de renoncement et d'acceptation. Mais je suis convaincue qu'il y a des solutions, qu'il y a des ressources, et je le vois à l'association, je vois des gens progresser d'une manière absolument fabuleuse, et c'est chaque fois ça qui me fait tellement du bien, de voir une femme qui me dit « tu sais, j'ai plus peur ». Et je peux être devant lui et je peux lui parler et j'ai plus peur. Et là, je me dis « waouh, on a tout réussi ». Les gens ont plein de ressources. Et ces ressources, en règle générale, ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas les utiliser. Mais elles sont en eux. Et nous, notre rôle, c'est juste qu'ils puissent s'appuyer sur nous pour les faire émerger. Si à partir du moment où on a un doute, c'est que c'est probable et il faut partir. Parce que le temps qu'on en prenne totalement conscience, on est détruit en fait. Alors quand il y a des enfants, c'est pas facile. Mais quand il y a des enfants, les protéger aussi. Si nous-mêmes, en tant qu'adultes, on peut être détruits, sur des enfants, ça peut être catastrophique, quoi. Ne pas hésiter à rappeler des gens qu'on n'appelait plus. Parce que ça, c'est aussi un des points communs, c'est qu'ils nous isolent beaucoup. Quand on a le doute, il faut toujours écouter sa petite voix intérieure. Moi, je ne l'ai pas assez écoutée. Tout ce qui est papier important, etc., les mettre chez un proche dans lequel il n'a pas accès, c'est-à-dire des parents, des amis. Il y a des associations qui proposent le fait de domicilier le courrier. Donc on peut très bien ne pas domicilier tout, mais les papiers importants, on peut le faire, ça existe. Il y a des associations qui proposent un hébergement d'urgence, le temps de se retourner, de trouver autre chose, etc. Contrairement à ce qui m'a été dit, partez avec les enfants. Ne pas, moi malheureusement quand j'ai déménagé, c'était dans sa famille, je ne les ai plus vus après pendant 5 semaines. Il y a aussi des avocats spécialisés. Il faut savoir, ce qu'on ne sait pas, c'est que généralement, la première heure ou le premier rendez-vous est gratuit. Ils ne font pas payer. Et ça vaut le coup. Il y a des groupes de parole aussi qui existent.
Ça aide. Moi aussi, j'ai eu affaire à ça. On peut aussi avoir sur Internet. Il y a des forums. Moi, personnellement, ça ne m'a pas aidé, mais déjà pour savoir comment faire. Mais malheureusement, c'est tout faire dans le secret. Voilà. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher, ça vaut le coup de ne pas lâcher. Voilà. Alors l'association, elle a été créée en 1999, un an pratiquement mois pour mois après le décès de mon frère, qui s'est suicidé suite à des violences morales. J'ai mené une vraie enquête à l'époque, une enquête policière presque, pour comprendre ce qui avait pu lui passer par la tête pour se mettre une corde au cou et mourir. Et cette enquête m'a fait vraiment plonger dans les arcanes de ce qu'est la violence morale, la violence psychologique, les petites humiliations, les petits dénigrements, les petites insultes, pas de coups, pas de traces, mais un lent sabordage de la personnalité, une dépersonnalisation. Et quand j'ai réussi à comprendre, alors j'ai beaucoup lu, j'ai travaillé avec des professionnels parce que je voulais comprendre aussi. Et quand j'ai compris, je me suis dit, je ne peux pas rester silencieuse. À l'époque, d'ailleurs, j'avais écrit à Marie-France Irigoyen, qui a écrit Le harcèlement moral au quotidien, et j'avais écrit aussi à Isabelle Nazaraga, qui a écrit Les manipulateurs sont parmi nous. C'était les 2 premiers ouvrages phares dans les années... c'est vieux, hein. C'est en 99, 98, 99. Et Isabelle Nazaraga m'avait répondu très gentiment en me disant mais fonder une association et donner la parole aux victimes. Et je ne sais pas, je me suis dit pourquoi pas. Franchement, je ne savais pas dans quoi je mettais mes pieds. Hein. Je n'imaginais même pas ce qu'était le monde associatif. J'ai découvert un monde difficile, je trouve, mais aussi plein de possibilités et de ressources. Et dès que la permanence téléphonique s'est mise en place, d'ailleurs de manière très involontaire, parce qu'on avait écrit une lettre ouverte au magazine Psychologie, et on avait eu une réponse, et dans la réponse, dans le journal, ils avaient mis mon numéro de téléphone. Et là, le téléphone s'est mis à sonner jour et nuit, sans arrêt. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais comment ça se fait que ça prend une telle ampleur ? Et donc après, il a fallu très très vite mettre en place une structure, des choses, etc. Et ce qui était une simple cellule d'écoute à la base, c'est-à-dire juste effectivement donner la parole aux victimes, à cause de la demande, à cause de demandes précises, de solutions, d'aides, de ressources, on a développé l'accompagnement. Parce qu'on s'est rendu compte que les réponses qui existaient étaient insuffisantes et qu'il fallait pouvoir offrir une possibilité de tuteur. Et je pense que c'est important également de se former. Donc je sais que tu m'as amené, et on va les montrer, 2 bouquins qui sont extrêmement importants. Le premier bouquin qui est en fait La violence morale au quotidien. Ça a été un recueil de plusieurs personnes finalement. C'est un collectif. D'accord. Ouais. C'est un collectif avec plusieurs membres de l'association. On a voulu faire un état des lieux sur la prise en charge de la violence morale. Ce livre nous a été commandé par l'éditeur Santé Bien-être Guy Trédaniel au moment où on a gagné le prix Femmes Formidables de Femmes Actuelles. Félicitations. On avait, oui, c'était un joli prix, une jolie récompense. Et du coup, qui a récompensé l'engagement des gens de l'association. Et du coup, ils nous avaient commandé un petit ouvrage qui pensait être tout petit. Puis en fait, on a fait un gros ouvrage parce qu'on s'est un peu lâché. Avec un livre aussi spécifique pour les enfants. Plus particulièrement pour les enfants. Alors ce livre, il est un peu particulier parce que ce sont des contes. Ça s'appelle d'ailleurs Contes d'enfants pas comme les autres. Sous forme de contes, pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'aborder la violence d'une manière un peu détournée. Les contes ne s'adressent pas forcément aux enfants. D'accord. Ils s'adressent à des grands enfants, certes, mais pas aux petits. Et ils sont entourés de plein de conseils et d'explications aussi par rapport à ce que...
aux dommages que cause la violence morale sur les enfants, là où il n'y a vraiment pas de traces. Si une femme adulte ou un homme adulte a du mal à mettre en mots la violence qu'il subit, comment un enfant peut-il le faire? Est-ce que ces livres sont en vente sur Internet? Ils sont en vente sur Amazon et ils sont en vente auprès du site de l'éditeur Guy Trédaniel. On touche à la fin de ce reportage, de ce documentaire. Je voulais absolument vous dire, les amis, on a besoin de vous. Donc je réalise un appel aux dons pour l'association Agissez. On a eu Chantal qui nous a fait le plaisir d'être en interview. Je vous verrai un lien juste en dessous le reportage pour faire votre don à cette association. Si vous avez besoin de les contacter, je vous mettrai également toutes les informations. Continuez de chercher votre propre épanouissement. Continuez d'aller chercher votre bonheur. Passez à l'action parce que vous le méritez. C'était vraiment un plaisir pour moi de vous faire ce reportage, d'y mettre mon cœur, mon énergie. Si vous avez la moindre question, si vous avez la moindre information, il y a les commentaires juste en dessous. Et c'est tous ensemble qu'on va pouvoir lutter contre les manipulateurs pervers narcissiques. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur le meilleur. Alors, l'association survit par le fait que, comme nous ne sommes pas de service public, on demande une participation à l'accompagnement que l'on procure, mais elle survit aussi effectivement par l'intermédiaire du soutien que peuvent nous apporter soit des bénévoles, soit des dons. Actuellement, notre association grossit, notre équipe grossit, donc nos besoins financiers sont de plus en plus importants. C'est vrai qu'on a mis le focus sur le personnel, mais on peut dire qu'à l'heure actuelle, nos locaux, notre matériel, tout devient un peu obsolète. Les locaux sont trop petits, le matériel est complètement déficient, on n'arrête pas d'avoir des pannes informatiques. Et qu'effectivement, tout don va nous permettre de maintenir notre professionnalisme et de pouvoir travailler mieux au service effectivement des victimes.